Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le podcast et l'interview de Frédéric Imbert. Du coup, enchanté Frédéric, comment tu vas aujourd'hui? Bonjour Pierre, merci beaucoup pour ton invitation. Avec plaisir, hein, tu es actuellement à Zootpost du coup à Paris. Tu habites à Paris, hein, c'est ça? Près de Paris. Actuellement près de Paris, ok. Donc est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi, ta carrière d'artiste? Qu'est-ce que tu fais à Paris? Je suis donc Frédéric Imbert, créateur de la collection The Bitcoin Masterpiece. Je suis entrepreneur depuis 30 ans Ok, dans le domaine de la tech. ok. Donc entrepreneur ou artiste au final? Entrepreneur. Ok, donc c'est vrai que moi on m'a parlé de Frédéric du coup Imbert, artiste. Donc toi tu considères que tu entreprends dans l'art du coup, c'est ça? Alors à mes débuts, ce n'était pas dans l'art. Ok, J'ai créé ma société en 1995, ok, après ma formation d'ingénieur, pour servir l'industrie, ok. où je développais des logiciels et des services. Et ce n'est que plus tard, vers environ 2008-2010, où je me suis diversifié et j'ai plutôt imaginé une activité où je pourrais imaginer, créer et proposer des œuvres dans le secteur de l'art contemporain. Et c'est à partir de cette seconde phase de ma vie professionnelle Mm. que je me suis plus considéré comme artiste par rapport au début où j'avais un travail beaucoup plus d'ingénieur. Bien sûr. Et donc aujourd'hui, ça fait des années que tu vis de ton art et que tu es, on va dire, à 100% dans la création d'œuvres et de collections d'art numérique. Donc effectivement, depuis 2010, j'avais les deux activités en parallèle. Ok, Et on va dire depuis 2016-2017, je me suis libéré de tous mes engagements auprès de l'industrie pour ne me consacrer qu'à mes créations artistiques. Et du coup, Frédéric, comment votre enfance à Monaco et aujourd'hui le fait que vous êtes installé près de Paris a influencé du coup votre, on va dire, votre carrière artistique? Alors à Monaco, j'y suis juste né. J'ai vécu toute ma jeunesse à l'île de la Réunion, j'ai grandi à l'île de la Réunion et ensuite j'ai terminé mes études en métropole, en France. Maintenant, être près de Paris ou ne pas être près de Paris n'a pas forcément influencé ma carrière artistique. Euh, Néanmoins, à Paris, il se passe beaucoup de choses. Et être près de Paris favorise les contacts. Bien sûr. Être à Paris m'a permis de faire des rencontres incroyables, d'exposer dans des endroits inimaginables et de me donner plein d'opportunités pour me développer et me construire dans ma carrière artistique. Ok, donc en partie, tu as commencé en tout cas à développer tes premières œuvres à La Réunion et ensuite tu es venu à Paris. C'est Alors ça? non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. À l'île de la Réunion, j'y ai grandi jusqu'à l'âge de mes 18 ans. Ok, autant pour moi. J'ai terminé. Je suis venu en France pour finir mes études Mhm. et finir mes études d'ingénieur en particulier et créer ma société. Ok. À mes débuts, je n'étais pas du tout artiste. Oui, Je me sentais artiste dans l'âme parce que dans mes solutions techniques, en étant indépendant, Mhm. on a quand même besoin d'une certaine créativité et d'une certaine imagination dans l'élaboration des solutions techniques que l'on apporte aux clients. Bien sûr. Donc je me suis senti quand même plus ou moins, même dans mon travail professionnel, on va dire sérieux auprès de l'industrie, une âme d'artiste. Ok. D'accord. Mais mes vraies créations artistiques n'ont commencé que environ en 2010. Ok, et donc c'est là d'où vient cette passion pour l'électronique du coup. Donc c'est à ce moment-là où tu as compris quand tu étais dans ton travail, on va dire professionnel, que tu avais quand même une passion derrière pour le côté artistique parce que toi-même, tu mettais en avant ce côté-là dans ce que tu faisais et tu ressentais que tu étais bon là-dedans. Alors cette passion de l'électronique n'est pas venue quand j'ai commencé à travailler. Cette passion de l'électronique, je l'ai sentie dès ma jeune enfance. J'avais pas 10 ans, j'étais curieux de la chose technique. Je démontais, parfois je remontais, pas forcément toujours bien, mais cette passion est en moi depuis le début et ne m'a jamais quitté depuis que j'ai 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Cette passion m'a toujours suivi et elle est encore toujours aujourd'hui existante. Alors aujourd'hui, Frédéric, du coup, comment tu arrives à marier ta formation du coup d'ingénieur avec ta création artistique? Alors ma formation d'ingénieur, c'est un cadeau béni. Parce que il y a l'artiste qui a des idées, qui veut les mettre en valeur, mais la limite la limite de l'idée, c'est la faisabilité de l'idée. Et c'est là qu'intervient l'ingénieur,
qui, par la R&D, vérifie la faisabilité de l'idée. Et donc, je me considère un petit peu comme l'homme aux deux casquettes. J'ai la casquette d'artiste, où j'ai des idées qui me viennent tous les jours, et très vite, ces idées-là sont souvent tempérées par ma seconde casquette d'ingénieur, qui va étudier la faisabilité technique de mes idées, parfois un peu surréalistes. Et donc, je fais un prototype, je le teste, je le valide, ça marche pas. Si ça marche, je me dis, OK, je peux intégrer cette innovation dans l'idée à laquelle je pense. Et donc, c'est un aller-retour perpétuel entre mon métier d'ingénieur et mon métier d'artiste qui permet d'élaborer et de construire tout le processus de création de l'œuvre. Et donc, effectivement, cette formation initiale me permet d'être indépendant dans ma création totalement verticale de mes œuvres, de l'idée, de la faisabilité, vérifier que ça fonctionne, l'exécution, jusqu'à la finalisation. Ok. Donc c'est très très important d'avoir, pour moi c'est très très important d'avoir ces deux compétences parce que ça me permet d'être autonome et d'avoir un temps de réaction rapide. C'est ça, aujourd'hui tu es le seul à concevoir tes pièces, on est d'accord? Alors je construis mes œuvres de A à Z. C'est magnifique. Je fais tout de A à Z. Je n'ai pas de sous-traitant qui viendra construire, Bien sûr. soit qui me donne des idées ou faire ma R&D. Évidemment, les circuits imprimés, c'est pas moi qui vais les réaliser, mais c'est moi qui les monte. Mmh. Non mais c'est ça qui fait de toi un artiste unique au final. Moi, tu vois, qui m'intéresse un petit peu à l'art depuis quelques temps, quand j'ai vu ton œuvre, je me suis direct dit, c'est vrai qu'un artiste qui est aussi qui allie l'art et l'électronique, c'est assez unique au final. Moi personnellement, je n'avais jamais vu ça auparavant. Et surtout une personne comme tu dis, comme toi, qui fait tout de A à Z, qui a cette création artistique et qui arrive à le relier avec du coup le côté ingénieur et ta formation. En fait c'est surtout mon expérience dans l'industrie qui m'a beaucoup aidé. Des chefs de grandes entreprises m'ont fait confiance et m'ont permis d'exprimer ma créativité dans mes développements logiciels ou électroniques pour des cahiers des charges qu'eux me proposaient. Et cette expérience que j'ai acquise depuis 20 ans m'a beaucoup appris. J'ai rencontré des gens qui m'ont des fois appris à travailler. J'ai appris des gens qui m'ont donné des méthodes de travail professionnelles, qui m'ont appris à mener un projet. En tant qu'indépendant, ce n'est pas facile de mener un projet correctement. On a tendance à partir dans tous les sens. Bon. L'industrie m'a donné un cadre. L'industrie m'a permis de réaliser un projet proprement, avec des étapes à respecter. Et c'est cette expérience que je mets au service maintenant de la création de mes œuvres d'art contemporain. Alors du coup, quel est l'événement déclencheur qui a créé chez toi ta passion pour l'électronique et l'horlogerie complexe? En fait, il y a eu deux éléments déclencheurs, deux événements parfaitement bien identifiés qui ont été à la source de ces deux passions. Je pense que j'avais 7 ou 8 ans lorsque mon père m'a offert une platine avec des composants électroniques, plein de composants électroniques, et qui permettait de faire plein d'expériences. Arduino? Non, pas du tout. Non, on parle de ça. Oui, c'était encore bien. J'avais 8 ans. Donc l'Arduino n'existe évidemment pas encore. Et donc cette platine en fait m'a donné le goût à fabriquer des montages électroniques. Et je pense que rétrospectivement parlant, c'est cet événement-là qui m'a donné goût et qui m'a formaté pour un jour continuer dans la tech. J'en suis sûr et certain. Okay. Donc, et le deuxième élément déclencheur était lors d'une exposition en 2010 où j'exposais pour la première fois dans une galerie parisienne, que pour moi, mes premières pièces horlogères. Okay. Et là, j'ai découvert un horloger incroyable qui a rendu possible l'impossible. En 2 minutes, il a réussi à faire ce que je n'ai pas réussi à faire en 2 ans. Il m'a ouvert les portes de lieux incroyables dans lesquels j'ai pu par la suite exposer mes pièces. Il m'a ouvert des opportunités tout aussi incroyables qui m'ont permis de me construire et de consolider le concept que j'avais imaginé dès le début, c'est-à-dire le temps dans mes pièces d'art. Et rétrospectivement parlant, je pense que cette initiation dans le monde horloger
a influencé toutes mes créations pour les 10 années qui ont suivi. Et donc, pour en venir sur ta première œuvre, qui est du coup en 2002, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus et qu'est-ce qu'elle représente pour toi aujourd'hui? Alors cette œuvre, alors en 2002, c'est pas l'œuvre. En Ok. 2002, c'est mon premier coup de crayon, ma première idée. D'accord. Ma première idée qui a permis le développement des œuvres qui ont vu le jour collection. 6-8 ans plus tard. Et en fait, c'était une idée, c'était une collection qui reprenait un composant que j'avais trouvé lorsque je devais avoir 15 ans. Mmh. Et je m'étais dit à l'époque, ce composant-là, tu vas en faire quelque chose. Je ne savais pas du tout quoi à l'époque, mais je me suis dit, tu vas trouver certainement une idée plus tard pour le faire fonctionner. Je ne sais pas comment, mais garde-le, un jour ça va te servir. Et en 2002, j'ai commencé, je me suis souvenu de cette étape-là de ma vie. Ce composant-là, je l'avais gardé, j'en avais acquis d'autres par la suite. Et j'ai mis en scène ce composant pour en faire ma première pièce, qui est la collection Spoutnik, et qui réutilise ce composant-là. En fait, cette première collection, était un rêve de gosse. Donc tu as réalisé ton rêve de gosse Exactement, sur cette première collection. Ok. Et donc qu'est-ce qui te pousse à intégrer des éléments électroniques iconiques et rares dans tes créations? Alors, dans mes créations, j'ai toujours, qui sont très techniques, on l'a vu, j'ai souhaité toujours intégrer des composants électroniques qui ont été des ruptures technologiques dans l'évolution. Des composants qui ont marqué l'histoire, dont l'histoire est documentée, évidemment, et ce sont des composants qui ont été importants dans l'évolution de la technologie. Et j'ai vraiment voulu exploiter ces composants-là, les refaire vivre, leur redonner une seconde vie, et souvent dans une version un peu collector du boîtier. Beaucoup de composants aujourd'hui sont en plastique, n'offrent pas beaucoup d'intérêt. Et par contre, les premières versions sont en boîtier céramique blanche, broche dorée. Et donc ces composants-là ont une certaine valeur intrinsèque, une valeur historique, une valeur de collectabilité, et sur le marché de la collection sont désirables. Et donc j'ai voulu intégrer, bien sûr, dans mes œuvres, ce type de composants désirables, plutôt que des composants standards qui pour moi, n'ont pas d'intérêt particulier. Non seulement les composants, mais également le cadre. J'ai eu la chance incroyable de pouvoir avoir des poutrelles de Tour Eiffel rivetées, certifiées bien sûr, Incroyable. par la ville de Paris, pour en faire des cadres, pour en faire les écrins. De la collection du coup Eiffel Tower. De la collection Okay. Eiffel Masterpiece. Okay. Donc c'est non seulement les composants électroniques historiques que j'ai voulu réutiliser dans mes œuvres, mais également, de temps en temps, autre chose que mes composants. Et donc pour parler de The Bitcoin Masterpiece, qui est du coup la pièce, enfin la collection que l'on voit dans ce podcast et sur laquelle on se penche aujourd'hui, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la collaboration que tu as eue avec ton fils Bastien, du coup, sur cette collection? J'ai vraiment souhaité faire une collaboration avec mon second fils de 25 ans, qui est entrepreneur depuis ses 18 ans. Entrepreneur dans, du coup? Alors il est entrepreneur, il développe une solution de santé avec un ami. Ok. Et il a une bonne expertise dans l'écosystème de la crypto-monnaie, Okay. du Bitcoin en particulier. Et il a un œil différent du mien et un regard critique et constructif durant toute l'élaboration de cette œuvre. Ok. C'est lui qui a eu l'idée du coup? Non, C'est moi qui ai eu l'idée. C'est toi qui as eu l'idée. C'est moi qui ai eu l'idée, Ok. mais lui, il a cette compétence. Bien sûr. Il a cette expérience de l'univers de la crypto, Ok. et il m'a conseillé sur, par exemple, certaines valeurs clés, certaines valeurs clés qui doivent se retrouver dans mon œuvre. D'accord ? Certaines features, certaines indications que l'on doit absolument retrouver indiquées dans mon œuvre. Et donc, pour cette 18e collection que je réalise, j'ai trouvé tout à fait naturel de faire appel à lui, parce que je trouve qu'en plus la synergie père-fils est parfaite. Ah, c'est magnifique comme histoire derrière ça. C'est la première collection que tu fais du coup avec, avec ton fils. Et c'était une parfaite occasion de faire une collaboration ensemble. Et l'expérience de travailler avec mon fils était tout à fait satisfaisante, comme vous pouvez l'imaginer. C'est magnifique, c'est magnifique.
Et donc, qu'est-ce qui t'a inspiré à créer une œuvre qui célèbre au final les 15 ans de Bitcoin? En fait, c'était une magnifique occasion. Mm. C'était un défi. Il y a 2 ans, lorsque je me suis dit, lorsque j'ai eu l'idée de faire cette création pour honorer le Bitcoin, je me suis dit c'est un immense défi en 2 ans d'utiliser des technos que je n'avais pas encore utilisés pour créer une œuvre qui honorait le Bitcoin. Donc je vois ça plutôt comme un challenge et pour apporter ma pierre à l'édifice à l'ensemble des œuvres qui sont déjà existantes autour du Bitcoin ou de la crypto-monnaie en général. Ok. Et comment tu décrirais du coup l'œuvre The Bitcoin Masterpiece, donc ce tableau de 1 mètre sur 1 mètre, à une personne qui ne l'a jamais vu? Oui. L'œuvre est une œuvre murale. Ok. Elle fait environ 1 mètre par 1 mètre. Mm. Et elle est composée d'un pavage de lampes et d'afficheurs en verre Mm. qui viennent représenter le logo du Bitcoin. Ok. Et Couleur orange, du coup, j'imagine? alors, couleur orangée, qui n'est pas tout à fait au hasard. Donc l'œuvre est constituée de lampes et d'afficheurs très particuliers, avec une esthétique très particulière, qui viennent paver le logo Bitcoin, donc le B avec le rond tout Bien autour, sûr. et qui illuminent le logo selon différentes séquences progressives, d'allumage progressif ou d'allumage aléatoire, pour rendre dynamique l'œuvre. Durant l'illumination du logo, Mm. le cours du Bitcoin est affiché en temps réel Ok. par interrogation du web. Mm. On peut voir que c'est un objet connecté. Bien sûr. Et en plus de ça, je donne la possibilité aux acquéreurs de venir personnaliser leur œuvre. Ok. C'est-à-dire, on peut afficher tel ou tel paramètre, des volumes de marché, des tendances, des cours Ok, super particuliers, intéressant. de manière à ce que chaque œuvre soit vraiment personnalisée en fonction des desiderata de chaque acquéreur. Ok. Et donc, si demain le cours est de 1 million de dollars, est-ce qu'il y aura la place quand même de l'afficher Alors c'est prévu. C'est prévu, ok. Alors, bon, c'est voilà. prévu. Pour les cryptos Bitcoin maximalistes, Voilà, c'est il prévu. y a de la marge. C'est prévu. Alors comment c'est prévu? Ma couronne dispose de 80 digits. Ok. Tout autour des digits, tout autour de la couronne, sur la couronne des 80 digits, je viens afficher plusieurs chiffres. Aujourd'hui, Mhm. le cours, Bien sûr. Qui Le cours et la date. 62 000 actuellement. voilà Ouais, et la le date. cours et la date. Mais j'ai la possibilité, si le cours est sur 5 digits, on aura 5 digits. Mhm. Si le cours est sur 9 digits, on aura 9 digits. Donc bien sûr, Ou sept. ou 7. Et bien sûr, c'est prévu. Ok. Ok. Et donc c'est sur cette couronne-là Mhm. qu'on peut venir en particulier personnaliser les indications que l'on veut voir figurer. Ok. Ok, oui. Voilà en 2 mots un petit peu le concept même de l'œuvre. Et du coup, pourquoi avoir choisi la couleur orange pour cette œuvre et le logo Bitcoin? Alors la couleur orangée, c'est de la pure physique. J'utilise des afficheurs en verre Mhm. qui sont remplis de gaz néon basse pression. Et pour afficher un chiffre à l'intérieur, donc ces afficheurs sont composés d'un empilage de 10 chiffres, Mhm. d'une grille et de 10 chiffres empilés. Lorsqu'on veut afficher un chiffre, le chiffre 6 par exemple, on applique une différence de potentiel entre la grille et la cathode numéro 6, si bien que le gaz vient s'ioniser autour du filament qui représente le 6 et se transformer en plasma. Cette transition, en fait, produit un effet lumineux. Et c'est un effet lumineux qui produit donc une lumière visible, Mhm. produit une lumière qui a le bon goût d'être dans le spectre visible. Ok. Et cette lumière est de couleur orangée. Et en plus, c'est la couleur normalement du Bitcoin. Voilà. C'est-à-dire que quand tu tapes Donc- Bitcoin sur Internet, tu vois direct tous les Bitcoins en orange. Donc c'est Donc en fait, on n'a C'est pas le choix de la super. couleur. ouais, c'est ça qui est incroyable. La couleur est directement liée à la nature du gaz Mhm. qui est inclus dans les ampoules. Ok. Donc pourquoi avoir choisi du coup l'aluminium et le carbone pour du coup le cadre de cette œuvre? Alors je voulais une touche de modernité Mhm. pour réaliser mon cadre, Mhm. une touche de modernité, et surtout je voulais que l'œuvre soit aussi belle devant que derrière. Ok. Donc jusqu'à présent j'utilisais des feuilles de métal, mais là j'innove un peu avec l'arrière en feuille de carbone, une plaque de carbone d'1 mètre carré, et pour mes collections futures, en fait ce sera tout le cadre qui sera en carbone.
Ok. Donc je voulais vraiment apporter une évolution par rapport à tout ce que j'ai fait jusqu'à présent et surtout donner une touche également un peu plus luxueuse sur l'encadrement de ma pièce. Ok, intéressant. Et donc, si on parle maintenant un petit peu du nombre d'exemplaires, donc aujourd'hui, pourquoi tu as décidé de limiter à 99 exemplaires uniquement? Alors, dans mes créations, j'ai toujours souhaité avoir des collections confidentielles. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que les composants, comme ils sont rares, et pour beaucoup de collectors, je ne peux pas en avoir autant que je veux. Et même si j'en avais autant que je euh, veux garder un certain nombre limité de mes créations parce que je suis persuadé que la désirabilité de l'œuvre, si elle plaît bien sûr, est directement liée au nombre de produits. On ne peut pas avoir le même désir, la même envie de posséder une œuvre s'il y en a 10 que s'il y en a 500 000. Totalement. Et c'est ce qui crée la valeur de l'œuvre aussi derrière. Donc c'est vraiment pour ça que je souhaite vraiment limiter ma collection à 99. Ok. Toutes mes collections sont limitées à quelques dizaines, effectivement. Ok, super intéressant. Et tu as choisi le prix symbolique du coup de 1 bitcoin pour donc cette œuvre qui représente un bitcoin. Alors pourquoi du coup ce prix-là? Alors dans votre question, il y a deux questions. Pourquoi le bitcoin et pourquoi 1 Alors, pourquoi le bitcoin et pas des euros par exemple? Pourquoi ma proposition est en bitcoin et non pas en euros? Parce que l'œuvre honore le bitcoin, par définition. Et le bitcoin, c'est une forme électronique, numérique de l'argent qui n'est pas palpable. Au contraire de la monnaie fiduciaire qui, elle, est palpable. On peut toucher un billet de banque, on peut toucher de l'or. Et donc, pour moi, c'était un souci de cohérence, de simple cohérence. Je ne pouvais évidemment pas proposer le prix d'une œuvre qui honore le bitcoin en monnaie fiduciaire. C'est pas possible. Donc, c'est par un simple souci de cohérence. Ok. Donc, pour moi, ça ne pouvait se proposer à la vente qu'en bitcoin. Pourquoi 1 ? Pour plusieurs raisons. La première, c'est purement symbolique. Une œuvre, un bitcoin. Une œuvre, un bitcoin. Et puis quand même, ça correspond également à la valorisation que moi j'estime de cette œuvre, en termes de matériaux, en termes de composants, en termes d'idées, en termes de matières premières, en termes de création. Je trouve que la valeur du bitcoin aujourd'hui, d'accord, représente bien la valeur que je souhaite donner à cette œuvre, donc d'où le prix de 1 bitcoin. Et donc tu as eu des partenaires pour ce projet, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors, au niveau du partenariat, j'ai les idées bien arrêtées. On a le partenariat pour les R&D, pour la R&D, pour le développement, et celui pour, on va dire, la commercialisation. Je ne peux pas demander à un investisseur de croire en moi, de croire en ma collection, donc en moi, si moi déjà je n'y crois pas. Bien sûr. Donc j'ai pris le parti, pour garder également aussi une liberté de création, j'ai pris le parti de toujours développer sur fonds propres. Je ne demande pas d'aide pour le développement, pour toute la phase de R&D, jusqu'à la finition de la pièce. Okay. Ça me donne ma liberté de création et je me sens pas de de dire à des personnes j'ai une idée de fou, financez-moi, vous allez voir, ça va cartonner. Personne ne sait si ça va cartonner. Personne ne le sait. Ce serait un mensonge de dire ouais, ça va marcher. Personne ne le sait. Ça dépend de milliards de choses. Donc pour éviter tous ces problèmes, je finance moi-même le développement qui dure des fois des années sur mes créations. Et donc, je n'ai pas de partenariat, je ne veux pas de partenariat pour la R&D. Ensuite, effectivement, je suis déjà en discussion avec différentes sociétés et j'espère qu'on pourra fidéliser ces discussions après la soirée. Donc, si jamais vous m'invitez après la soirée, je pourrai vous en parler avec grand plaisir. Et donc, au-delà de The Bitcoin Masterpiece, tu avais sorti en amont du coup plusieurs collections, souvent des grands monuments comme la Tour Eiffel. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces différentes collections que tu as sorties ?
Lors d'une exposition à Paris, au Louvre, j'ai eu l'opportunité de rencontrer le patron de la Tour Eiffel, Ok. qui ne s'était bien sûr pas présenté en tant qu'eux, Mhm. et qui voyait mes premières collections. Et en voyant la technique d'illumination de mes horloges, il m'a demandé d'imaginer une stylisation de la Tour Eiffel avec cette technique d'illumination. Donc c'était pour moi une opportunité totalement... Donc le patron de la Tour Eiffel te Exactement. demande de lancer au final cette collection-là. Exactement. C'était en 2012. Incroyable. C'était en 2012. Et donc c'était une opportunité pour moi incroyable qui m'a permis justement de proposer des Tours Eiffel avec les fameuses poutrelles rivetées d'origine de la Tour Eiffel. Donc qui orne le tableau. Qui ornent ce fameux tableau. Où en fait la carte électronique n'était pas encadrée dans un cadre, mais a été suspendue par des filins Ok. sur des poutrelles qui fabriquaient une structure en fait. Ok. Une structure. Donc la carte électronique nue était suspendue par des filins qui apportaient le courant à la carte électronique via ces filins. Donc c'est du 12 volts, hein, c'est de la basse tension bien sûr, hein, donc il n'y avait pas de danger. Voilà, pour eux, en fait une création particulière. Et donc j'étais allé, grâce à la Chambre des métiers de l'Île-de-France et de l'artisanat de l'Île-de-France, j'ai pu bénéficier de missions export au Moyen-Orient. Et j'ai eu l'idée de pouvoir emmener ces pièces pour les montrer, essayer de les placer. Et une anecdote qui m'a beaucoup marqué, c'est en fait une énorme désillusion. J'étais venu avec la stylisation de la Tour Eiffel, j'étais venu avec la stylisation de l'Empire State et d'autres pièces. Et là, on m'a dit, texto, ce que vous faites, c'est bien, mais ici, aux Émirats Arabes Unis, on veut des codes locaux. On veut des pièces qui représentent des monuments locaux. On veut nos codes locaux. Donc tout ce que vous avez fait, c'est bien, mais vous oubliez tout. Ok. Vous repartez de zéro. Nous, on veut des pièces qui nous représentent. Et donc, ces personnes-là, comme elles ont été réceptives à mes créations précédentes, elles m'ont aidé m'ont donné certains codes à intégrer dans mes créations qui représentent en particulier la plus majestueuse de toutes, ma pièce la plus complexe, avant celle du Bitcoin Masterpiece, qui est complexe pour d'autres raisons, on en parlera plus tard. Ma pièce la plus complexe, ma plus grande et ma plus complexe, c'est la mosquée Cheikh Zayed, qui, pour le cœur de chaque Émirati, est ce qui compte le plus. Donc il ne fallait pas se tromper. Il ne fallait pas se tromper. Il y a des codes à mettre dans la stylisation, que moi j'ignore, évidemment, et eux ont été là pour contribuer et pour ne pas faire d'erreur dans la stylisation et dans la manière de présenter cette œuvre aux Émirats Arabes Unis. Je voulais aussi parler d'une collection très particulière qui intègre le premier microprocesseur de l'histoire. C'est un composant très important qui a été développé en 1971 parce qu'il a non seulement révolutionné la manière de calculer, mais il a surtout révolutionné la totalité du monde industriel et a façonné le monde moderne. C'est un composant extrêmement important parce qu'auparavant, on fabriquait des cartes en fonction d'une application. Et ce concept de composant de microprocesseur, développé par Intel à l'époque, a permis de rendre programmable le matériel. Et donc, on n'avait plus besoin de développer une carte pour une application, mais une carte qu'on pouvait reprogrammer pour plein d'applications. Alors aujourd'hui, c'est trivial. Aujourd'hui, c'est une évidence. Mais à l'époque, ce n'était pas une évidence et c'était une révolution totale. Et donc, l'idée, c'était de reprendre ce composant qui, je pense, aujourd'hui, est le composant tech le plus collectionné au monde, le plus désiré sur la planète et le plus recherché. Et de le transformer en une œuvre d'art. Et l'idée, c'était justement de reprendre ce composant-là, que personne n'a, très peu de personnes le possèdent. Alors, j'ai mis 20 ans à en avoir, dans la version la plus collector. Et l'idée, c'était non seulement le posséder, ce qui en soi n'apporte pas grand-chose, mais surtout de le refaire fonctionner dans son jus de l'époque. Et donc là, j'ai eu l'idée de faire une collection vraiment en one of one, c'est-à-dire une pièce, donc une collection avec plusieurs sous-collections, mais donc une qui est vraiment unique, one of one,
avec le composant dans sa version la plus collector et qui refait fonctionner ce composant-là au travers d'une horloge. Et donc c'est celui que tu as mis 20 ans à récupérer, ce composant-là, que tu as mis dans cette pièce. Alors, pendant 20 ans, j'en ai acquis un certain nombre Ok, d'accord. D'accord. pour pouvoir en faire plusieurs, dans plusieurs déclinaisons différentes, dans des versions de boîtiers extrêmement rares ou un peu moins rares pour pouvoir avoir quelques pièces. Ok, super. Et donc, qu'est-ce qui t'a motivé au final à mettre autant de technologie dans tes œuvres d'art? Alors, ce qui m'a motivé, en fait, c'est le fil rouge de mes créations. La technologie, c'est le fil rouge. Technologie et rareté aussi, au final. Il n'y a pas de collection que je puisse faire où il n'y a pas de technologie, puisque c'est le cœur même du concept. Le concept, c'est quoi? C'est réutiliser des composants d'époque, historiques, iconiques, qui ont une histoire, sur lesquels on peut parler pendant des heures, et les mettre en scène au travers d'œuvres qui les fait fonctionner au travers de différentes illuminations ou d'horloges. Et donc, d'où vient ta fascination pour les illuminations progressives? Alors, pour donner vie à mes œuvres, il faut les illuminer. Donc, j'utilise plusieurs tableaux d'illumination qui permettent de les rendre dynamiques, et c'est le moyen de faire vivre mes œuvres. Ok. Et donc, toutes tes œuvres sont de cette couleur orange, comme tu nous expliquais avant. Alors oui, parce qu'un des points communs de toutes mes œuvres, c'est la nature des afficheurs que j'utilise, qui ont été des afficheurs qui ont été construits dans le monde entier par des Américains, par les pays de l'Est, par les Russes, par les Hollandais. Donc en fait, c'était une technologie d'époque hyper fiable. J'ai des composants qui datent de 40 ans, qui sont hyper fiables, qui ne tombent pas en panne, par construction, on va dire. Et donc j'utilise ces composants-là majoritairement dans mes œuvres. Ok. Et donc pour revenir donc sur The Bitcoin Masterpiece, sur cette œuvre-là, quels a été donc un peu les défis que tu as rencontrés avec ton fils, que ce soit artistique ou technique, pendant la création? J'ai eu beaucoup de défis techniques à surmonter. Pourquoi? Parce que l'œuvre est grande. L'œuvre utilise un circuit imprimé immense, qui fait 70 cm par 70 cm, qui rassemble des centaines et des centaines de composants. Et aujourd'hui, faire faire un circuit imprimé de cette taille, ça n'existe pas. Okay. Ça n'existe pas parce qu'il n'y a pas de besoin industriel. J'ai trouvé la seule usine du monde qui m'a permis, en se reparamétrant, de me fabriquer cette pièce. Donc d'à peu près 1 mètre sur 1 mètre, quoi. Qui en elle-même, rien que le circuit imprimé, est une pièce d'art. D'accord. Même nue. Ouais, encore plus pour toi, du coup, voilà. Dans ta vision. Et j'imaginais pas au début que faire un circuit imprimé aussi grand était compliqué. Mais parce qu'en fait, il n'y a pas d'application industrielle. Ça n'existe pas. Totalement. Demain, si vous avez une idée de faire une voiture à 9 roues, vous ne trouverez pas d'usine qui vous permettra de le faire parce qu'il n'y a pas de besoin. Ouais, le besoin n'existe pas. Plutôt clair. Bon. Et donc cette usine, comment tu l'as trouvée au final? C'était par de hasard, une recommandation? Moi, j'ai trouvé... donc j'ai eu besoin à un moment de trouver quelqu'un qui me l'a fabriqué. Et j'étais à milieu de penser que c'était si compliqué que ça. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on a besoin de faire une grande carte, dans l'industrie, on la découpe. Ouais. On en fait plusieurs petites. Totalement. D'accord. Mais dans mon cas, je ne voulais pas avoir de trait de coupe sur mon circuit imprimé. Je voulais une pièce unique. Okay. Je voulais une pièce qui se tenait en elle-même. Donc il fallait absolument faire ce circuit imprimé. Donc je me suis adressé à une entreprise, bien évidemment, qui fabriquait des circuits imprimés. Et comme c'était son métier, ils m'ont trouvé au bout de 3 mois. Okay. Ils m'ont trouvé au bout de 3 mois une usine qui a bien accepté son reparamétrage pour faire quelques pièces. Et donc là, c'était vraiment une difficulté technique, surtout inattendue. J'ai déjà ma grande mosquée qui est grande, qui fait 60 cm, dont le circuit imprimé fait 65 cm par 60. En fait, c'était la limite vraiment maximale d'un circuit imprimé. Le mien fait 70 par 70. Et donc, c'était très compliqué de le faire réaliser. C'était vraiment mon... Et puis, mon second souci technique, c'est le nombre
d'afficheurs qui étaient sur la carte. J'ai 146 afficheurs. Chaque afficheur possède 10 chiffres. J'ai 217 lampes. Donc j'ai toute une logistique derrière la carte pour piloter individuellement en intensité, en chiffres, en lampes, pour piloter chacun des éléments. Et donc j'ai vraiment une R&D relativement complexe que j'ai mis du temps à mettre au point. Combien de temps au final je me posais tout ce projet-là, de la R&D jusqu'à la réalisation finale? Alors depuis l'idée jusqu'au 23, 2 ans. 2 ans, ok. 2 ans. 2 ans où j'ai testé des concepts pour piloter 20 lampes, piloter 40 lampes, piloter 80 lampes. Puis après, on avait une limite due à la consommation, due au fait que comme ce sont des afficheurs à gaz, il y a des temps de latence, des temps d'affichage, des temps d'extinction qui fait que lorsqu'on est allumé là, on n'est plus allumé là. Donc il y avait tout un système à mettre en place, il y a eu toute une innovation à faire parce qu'aujourd'hui, personne ne fabrique des montages. Aujourd'hui, personne sur la planète ne fabrique des créations avec 146 afficheurs de cette nature, ça n'existe pas. Donc il a fallu l'inventer, il a fallu le définir, le créer, le tester, le valider pour pouvoir en faire une collection. Et donc au final, qui a été votre influence? Parce que c'est vrai que moi, je n'avais jamais vu d'œuvre d'art dans ce style-là qui allie l'électronique à l'art dans cette manière-là aussi poussée que tu le fais. Donc quelle est ton influence et quelle a été un petit peu ton évolution au fur et à mesure des années de ton art? Alors au début, en 2010, quand j'ai fait mes premières créations, c'était des créations très techniques. Je voulais mettre en avant les composants. Avec un concept, mes premières créations Spoutnik, Leica, Mir, Apollo, Gemini, c'était des collections avec un concept philosophique aussi. J'avais cette idée à l'époque. Je voulais mettre en scène des composants des années 80, développés par le bloc américain et développés par le bloc russe, le bloc soviétique. Et donc refaire travailler ensemble des composants qui n'auraient jamais dû se rencontrer. Intéressant. Et donc là, il y a eu un premier travail d'innovation où j'ai dû imaginer les systèmes qui vont bien pour refaire fonctionner des composants qui n'avaient pas été créés en aucune manière, qui avaient été créés pour fonctionner avec des composants occidentaux. Okay. Et tout ça pour créer en fait un concept un peu philosophique. Donc à l'époque, j'avais effectivement des collections qui étaient très techniques où je montrais les composants. Un peu comme une montre squelette, on montre le ressort, on montre le spiral, on montre les engrenages, on montre le balancier. Donc des collections très techniques qui s'adressaient plutôt à des passionnés ou à des collectionneurs ou même, je dirais même à des ingénieurs. Bon, j'ai trouvé quelques clients à l'époque. Mais au fil du temps, j'ai voulu un petit peu changer mon fusil d'épaule et tester d'autres concepts. Non plus faire des pièces techniques qui vont s'adresser à des ingénieurs ou à des passionnés, mais plutôt des pièces esthétiques qui vont s'adresser à des décorateurs d'intérieur ou aussi à des collectionneurs, où on ne montre pas les composants. Où en fait on cache les composants et on ne voit que l'aspect esthétique. Et justement le paradoxe, c'est que justement dans ces pièces où on ne voit pas les composants, en fait la technologie y est encore plus présente. Parce que l'évolution est dans. Maintenant ce sont des pièces qui permettent d'être pilotées à distance. Et donc comme on en parle un petit peu au début, en quoi vivre à Paris du coup influence ton art? Oui, comme je te disais, c'est pas forcément vivre à Paris qui influence mon art. Vivre à Paris me donne des opportunités inespérées. Totalement, voilà. Totalement. Donc même au niveau de la tech, aujourd'hui, Paris est quand même une place centrale. Oui, bien sûr. Il y a énormément d'expositions, énormément d'opportunités, de réseaux. Beaucoup de choses se font à Paris. Et avec l'expérience que j'ai un petit peu, je m'aperçois que la majorité des rencontres improbables se sont faites à Paris. Donc le passage du temps est un thème récurrent dans toutes les œuvres et les collections que tu as fait. Pourquoi et comment tu le mets en place dans chacune de tes œuvres? Oui. Alors, effectivement, j'utilise des composants d'époque, des composants électroniques. Je me suis demandé pendant des années comment je pouvais les mettre en scène
pour intéresser d'autres personnes que des ingénieurs. Et donc, j'en suis arrivé à la conclusion qu'il fallait que je trouve un concept qui soit commun, transversal, à toutes les cultures, à tous les continents. Et je me suis dit, quel plus beau concept que le temps, qui touche tout le monde, me permettrait d'intéresser chaque humain. Parce que le temps impacte chaque humain. Chaque humain comprend ce qu'est le temps qui passe. Et donc, c'est la raison pour laquelle, ne serait-ce que pour donner une application à mes composants, que j'ai décidé que finalement l'application serait une horloge, tout simple. Et par la suite, non seulement une horloge, mais une désillumination de bâtiments iconiques ou de concepts, de logos, comme par exemple le Bitcoin Masterpiece. Et donc, le passage du temps, personnellement, vu que tu nous as parlé dans ton art, comment tu le représentes, personnellement, qu'est-ce que ça représente chez toi? Alors, le passage du temps, pour moi, c'est un gros problème. C'est un gros problème parce que j'ai des idées de création pour 15 vies. Ah, on en parlera un peu après. Et j'appréhende la fin de la première. Quand tu vois que ça prend 2 ans, par exemple, pour The Bitcoin Masterpiece, en effet, c'est... Alors attention, c'est 2 ans en parallèle avec d'autres. Bien sûr. D'accord. Mais disons que mon problème, c'est que j'ai tellement de projets que j'aurais jamais le temps de tous les faire. Donc cette notion de temps, elle me pose un problème. Ok. Et donc, mais on va la gérer. Et donc aujourd'hui, on peut dire que tu es dans ton domaine un précurseur. Donc est-ce que tu as des conseils aux jeunes artistes qui voudraient aujourd'hui se lancer et fusionner, donc, comme tu l'as si bien fait, l'art et la technologie? Alors je dirais 2 mots. La passion et la persévérance. La passion parce que c'est pas facile. C'est pas facile de travailler sur un projet dont on n'est pas sûr de l'issue. On ne sait pas si le projet va plaire, on ne sait pas si le projet va sortir un jour, on ne sait pas si le projet va marcher. Et donc c'est compliqué de passer des semaines, des mois, des fois des années sur une idée sans avoir le résultat garanti. Et pour ça, la seule chose qu'il faut, c'est la passion. S'il n'y a pas de passion, on ne peut pas faire ces choses comme ça. C'est pas possible, il faut changer de métier. Et le second point pour moi, c'est vraiment avoir de la persévérance. Parce que le travail d'artiste, la vie d'artiste, est semée d'embûches. Encore plus qu'on y rajoute la technique, enfin la tech dedans et tous ces composants. Oui, mais la tech, ça peut se gérer. La tech, l'ingénierie la gère. C'est pas un souci. C'est pas un problème. Mais dans la vie d'artiste, on a beaucoup d'émotions, on a beaucoup d'illusions, on a des succès, on a des échecs. Et ce qui est compliqué, c'est de puiser dans les échecs le succès de demain. Et pour faire ça, il faut vraiment de la persévérance. Parce que si on s'arrête au premier problème, ou au second, ou au troisième, ou au 10e, bon. Et en tant qu'ingénieur, de toute façon, tu as appris, et ça a été ta formation, à trouver des solutions, trouver le problème et le régler. Oui. Non, je pense que la qualité la plus importante, c'est vraiment la persévérance. 100%. Il faut en vouloir, il faut jamais perdre espoir. On peut avoir des échecs, mais le 11e sera le succès. Moi, je te vois comme un artiste entrepreneur. Et je pense que c'est vraiment la qualité. Alors évidemment, je passe le côté ingénierie, ça c'est la base. Ça c'est la base. D'accord. On peut pas faire d'œuvre technologique si on n'a pas une formation d'ingénierie ou d'électronique. Une fois ce domaine passé, je parle beaucoup plus généralement. Il faut de la persévérance parce que le succès ne vient pas rapidement. Il va se chercher difficilement et vraiment il faut poursuivre. Ce sont pour moi les 2 qualités essentielles pour réussir, pour avoir une chance de réussir. Bien sûr, moi qui pour se donner la chance de réussir, moi qui suis entrepreneur, je valide 100% tes 2 recommandations. Merci en tout cas pour ces conseils. Et donc comment tu penses, quels sont les prochains projets potentiellement? Donc tu disais que tu travaillais en parallèle, donc plusieurs projets en même temps. Donc là, quels sont potentiellement des prochains projets qui pourraient sortir après The Bitcoin Masterpiece? Alors mes prochains projets pourraient être des collaborations entreprises-artistes. Ok. Où je propose ma technique auprès d'entreprises, justement pour honorer leur logo ou leur valeur. Super intéressant. Dans le cadre d'une collaboration, et justement avec des innovations particulières, soit avec une innovation au niveau du cadre. Là, on passerait d'un cadre métal, fond carbone, en cadre full carbone. Et puis certaines autres innovations
technologiques que je suis en train de tester, que je vais intégrer dans mes prochaines œuvres. Ok. Donc, Frédéric, merci pour cette interview. Pour conclure, un petit mot de la fin. Qu'est-ce que tu pourrais dire à notre audience qui regarde aujourd'hui ce podcast sur l'importance de l'innovation et de la créativité dans le monde actuel? Alors en fait, l'innovation et la créativité, c'est le progrès. Depuis la préhistoire, l'homme innove, l'homme invente, l'homme crée, l'homme s'adapte, surtout grâce à l'innovation. Et surtout aujourd'hui, on a des challenges incroyables. Et le fait de créer, le fait de faire de l'ingénierie, le fait d'innover permet de s'adapter et donc de survivre. Je me souviens là, subitement, d'une citation d'un des plus grands patrons américains. Je crois que c'était Jack Welch. Il disait une société qui n'innove pas et une société qui se meurt. Je pense qu'il avait raison. On le voit. Donc toi aujourd'hui, tu es sans cesse à la recherche d'innovation, de nouvelles idées, de collaboration. Moi, en tout cas, ce que je vois chez toi, c'est une personne passionnée de son art, qui a un talent. T'es un orfèvre, t'es un génie dans ce que tu fais. Peut-être un génie incompris dans certaines situations, mais je pense que voilà, il y a que des personnes comme toi, aussi passionnées par ce qu'elles font, qui peuvent derrière retransmettre on va dire la beauté de l'art à travers du coup le numérique. Moi, c'est quelque chose que j'ai découvert sur cette interview. Je suis vraiment content d'avoir interviewé aujourd'hui et de comprendre un petit peu plus la personne qui se cache derrière ces œuvres d'art. Parce que c'est vrai, quand on voit du numérique, des fois on pourrait se dire oh, tu sais, les gens qui ne s'y connaissent pas, ils pourraient penser que c'est des œuvres parmi tant d'autres, des choses achetées sur AliExpress ou que sais-je. Et en fait, toi, vraiment, tu as créé quelque chose de tellement plus grand derrière juste ton œuvre, avec tous ces défis-là que tu rencontres technologiquement parlant, comme tu nous as expliqué, sur les circuits électroniques, etc. Et c'est beau de En fait, voir ça. la difficulté dans cet art, c'est de pouvoir intéresser des non-ingénieurs Bien sûr. à la technologie. Et c'est ça qui est Et qui se rendent compliqué. compte de la qualité de l'œuvre derrière. C'est ce qu'on dit, des tableaux numériques, on en voit plein, illuminés, on en voit plein, mais aujourd'hui, chaque tableau que tu fais, c'est une prouesse technologique. Et aussi, c'est pour ça que du coup, c'est en édition limitée. Donc écoute, si tu n'as rien à ajouter, on va pouvoir conclure ce podcast. Bon, merci en tout cas Frédéric pour ton temps, pour ces explications. Donc j'ai hâte en tout cas d'être le 23 octobre, The Bitcoin Masterpiece, donc que tu vas pouvoir amener ici, exposé au sein de The Outpost. En plus, on a un plafond historique. Donc l'adresse, c'est 28 rue Fortuny. Donc pour les personnes qui veulent découvrir le premier exemplaire de The Bitcoin Masterpiece, ça sera le 23 octobre, rue Fortuny, à Paris. Merci en beaucoup tout cas, Pierre pour cette Frédéric. interview. Merci à toi. Merci.